moi, la seule chose qui s'est posée dans ma tête, c'est que je me suis dit, par contre, il y a un truc, j'avais une rumination dans ma tête quand j'étais encore salarié et que je commençais à générer de l'argent avec mon site internet. Je me suis dit, est-ce que dans 10 ans, donc à l'époque même plus de 10 ans, je me disais, est-ce que quand tu auras 40 ans, tu ne vas pas regretter de ne pas t'être lancé, parce que peut-être qu'à 40 ans, ça sera plus creux, tu pourras plus en vivre, etc. Peu importe la situation, mais tu vas le regretter en fait, de ne pas avoir vécu peut-être 10 ans de cette passion, etc. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où je me suis posé cette question, putain, elle était dans ma tête, je pouvais plus la sortir. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait me lancer. Je me suis dit, au pire, tu te lances. De toute façon, le métier que tu avais avant, c'est un métier en 2 secondes. Enfin, tu n'avais pas de diplôme forcément pour. Tu pourras mettre le pied dedans. Et je me suis lancé. Et ben, quand tu passes de 3 heures par jour à accorder à ça à toute la journée, forcément, puis t'as un peu plus la pression aussi, parce que du coup, il faut payer les factures et tout. Et ça s'est plutôt bien passé. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Théo Coutel, chercheur indépendant en physiologie du sport et nutrition depuis 2011. Il anime également le podcast Fitness Smith. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Théo. Comment démarrer un business dans la musculation et la nutrition sans diplôme? Comment développer une véritable communauté? Comment créer plus de 400 cours sur des sujets complètement différents? Comment créer du contenu chaque semaine, la différence justement entre ce contenu gratuit et le contenu payant, et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Théo Coutel. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Théo Coutel. Salut Théo. Salut Andy, merci pour ton invitation. Vraiment content de participer à ton show, à ton émission. Merci à toi. Ce que je te disais en off, c'est que je te suis depuis plusieurs années et voilà, je trouve que ce que tu fais est inspirant. Donc, je pense que notre échange va pouvoir aussi inspirer, je pense, pas mal de professionnels qui écoutent le podcast. Donc, juste avant de rentrer un petit peu dans ton parcours et dans ta tête, est-ce que déjà tu peux en quelques mots nous dire qui tu es, Théo? Un homme de 35 ans qui est passionné bientôt 36 d'ailleurs, qui est passionné de recherche, de sport et de technologie, etc. Donc ça, c'est dans l'immédiat et puis dans les grandes lignes, on va dire. Après, tu veux que je propose un petit peu aux gens mon parcours, que je leur explique un Non, petit mais peu? je vais creuser. D'accord. Alors, il y a un truc où je regardais du coup, parce que moi, je suis fan des podcasts. J'ai vu Ouais. que tu étais à 323 épisodes. Énorme. Ouais. Tu as démarré quand? Je pense que j'ai dû démarrer aux alentours de 2012, Ouais, ok. mais les tout premiers, c'était uniquement sur YouTube. Parce Ok. qu'il y avait les plateformes de podcast, c'était pas hyper répandu. Et puis, c'était un petit peu complexe pour mettre les podcasts, par exemple, sur Apple Podcasts et compagnie. Donc, par facilité, on mettait sur YouTube, mais c'était pas régulier. J'en faisais en général avec des gens que j'invitais. J'avais fait avec Michael Gundil, j'avais fait avec Christophe Bonnefond, j'avais fait avec deux gars aussi qui étaient de l'haltérophilie, je crois. Et puis, Ok. c'était un peu, voilà, quand on avait envie de parler, on se mettait derrière le micro, et voilà, mais il n'y avait pas de régularité, pas de but précis, à part échanger, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait que dès 2012, tu avais cet esprit de vouloir justement partager
des choses et créer ce type de contenu? Ben déjà parce que j'adorais ça. Il y en avait peu en France, enfin en langue française, sur la musculation. Et le peu qu'il y avait, je les ai écoutés, je pense tous au moins 10 fois parce que bon, voilà quoi, quand tu fais ton cardio, t'as rien à faire pour se mettre un truc dans les oreilles. Bon, donc je mettais ceux qui existaient et puis je me suis dit ce serait quand même cool parce que moi j'avais d'autres questions à poser à des personnes qui avaient plus d'expérience. Donc j'avais envie de parler à ces gens-là que j'entendais dans d'autres podcasts, ou surtout Michael Gundil, hein, pour le coup, parce que j'avais lu ses bouquins, je l'avais entendu, je me suis dit, il a l'air de quand même bien maîtriser son truc. J'avais des questions en suspens. Okay. Et voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, tiens, moi aussi, je parle souvent sur les forums, un petit peu sur les réseaux sociaux, et ben, de faire quelque chose vraiment pour les passionnés, parce que les podcasts, tu as dû le remarquer, c'est une petite audience, mais de gens qui vont jusqu'au bout souvent. Et on peut être un petit peu plus entier, je trouve, dans un podcast que par rapport à, je sais pas, à une publication Facebook où il y a un peu le tout venant, quoi. Exactement. Et c'est ça qui m'a amené à être plus sur les podcasts, quoi. Et du coup, là, aujourd'hui, en termes de régularité, c'est quoi ta routine? Ben, ma routine, en fait, elle est assez simple. Toutes les semaines, je sors un épisode. Donc, peut-être une semaine par an où je rate un épisode, mais c'est assez rare. Toutes les semaines, donc le lundi, en général, j'enregistre le lundi matin. Enfin, c'est même pas en général, c'est tout le temps, sauf si je pars en vacances, je prends un peu d'avance. Mais sinon, j'enregistre la veille pour le lendemain pour être au plus près de l'actualité, parce que mon podcast est quand même basé sur l'actualité, alors pas scientifique, hein, mais c'est un mixte entre une revue de presse, on va dire, pseudo-scientifique, parce que je me base sur des articles qui se sont basés sur des recherches pour le podcast, et après de l'actualité un peu plus, on va dire, grand public, mais toujours un lien avec la nutrition, le sport, et parfois un peu la santé aussi. Et donc, le podcast sort le lendemain et je fais comme ça toutes les semaines, quoi. Après, le mardi, c'est plus du contenu que je prépare pour mon site. Donc, c'est plutôt des cours privés pour mes abonnés, on va dire VIP, comme je les appelle. Et après, sinon, je publie aussi une vidéo le jeudi où je réponds aux questions des gens pour ma chaîne YouTube, quoi. Excellent. Bon, je reviendrai sur ce point-là après. Et du coup, le Théo tout petit, c'était qui? C'était quelqu'un de sportif? C'était comment du coup tu es arrivé justement à Eh ben, c'est intéressant. Ta question, excuse-moi, je t'ai même pas laissé finir. Non, vas-y. C'est intéressant parce que j'ai eu une réflexion là-dessus il n'y a pas longtemps. Alors, le Théo petit n'était pas un sportif passionné. Si tu veux, je suis pas tombé par exemple dans le football ou quelque chose comme ça qui m'a suivi. J'ai pratiqué plein de sports. Donc, j'ai essayé plein de sports plutôt. Du basket au kung-fu, même au breakdance. Enfin, j'ai fait plein d'activités comme ça que je ne poursuivais jamais, hein. Mes parents, ils étaient fous parce qu'ils payaient les premières cotisations, puis j'y allais plus. Mais je vois que globalement, tout le monde fait la même chose. Et après, je suis tombé dans un sport passion. Le premier sport passion, ça a été le skate, le skateboard, donc dans la rue parce qu'il n'y avait pas de skatepark ni rien. Et ça a vraiment été le truc qui m'a complètement monopolisé mon esprit, qui m'a toute la dopamine que j'avais, c'était pour ça en fait au quotidien. Et pourquoi je dis que c'est drôle, c'est parce que 20 ans après, je m'y suis remis en fait. Au lieu d'aller courir à côté, je fais en plus de ma muscu, j'ai racheté un skate et je vais sur les skateparks et je fais mon sport comme ça, ce qui m'a rajouté d'ailleurs 7 heures de sport par semaine. Et donc, ouais, non, j'ai jamais été un sportif à faire des compètes, etc. Mais par contre, j'ai eu le skateboard qui m'a suivi pendant pas mal d'années, jusqu'à, on va dire, je pense que la bonne transition, c'est la période du scooter et de la mobilette. Okay. J'ai troqué mon skate contre un deux temps, tu vois, un moteur deux temps. Et ça a été une nouvelle obsession, si tu veux, démonter la mobilette, la remonter. Puis en même temps, il y avait les nanas, parce que c'était à peu près la période. Et donc ça, de mes 15 ans, non, c'est 14 ans, je crois, le BSR. Donc de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans, ça a été un petit peu ça, même si la muscu, j'ai dû commencer vers 17. Tu as commencé à suivre le groupe. Okay.
J'ai commencé à les suivre. Il y avait un pote qui avait le permis. Il a dit allez, on se met à la salle. Je suis monté dans la voiture avec eux, puis je suis allé pousser mes premières barres comme ça. Mais donc, quand je calcule, j'ai dû passer vraiment sans sport dans ma vie que 4 ans. Ouais. Tu vois, enfin, dans ma vie après mes 10 ans, quoi, on va dire. Ok. Et au niveau de tes études, ton cursus, toi, tu avais quel objectif par rapport à ça? Est-ce que tu J'avais savais quoi comme ce que tu voulais faire? objectif? La problématique que j'avais comme beaucoup de personnes, enfin beaucoup, en tout cas ceux qui se reconnaissent dans mon parcours, c'est que j'étais trop feignant en fait pour étudier. Donc j'ai aucun niveau d'études, aucun. Et je l'ai beaucoup regretté, et c'est ce qui m'a mis en fait aujourd'hui à me plonger à fond dans les études. Alors les études du coup scientifiques, etc. À en lire, à dévorer et tout, à avoir une soif permanente d'apprendre, parce que j'ai pas si tu veux, vu que personne me diplôme à la clé, je n'ai pas de diplôme qui va tomber ou quoi. Si tu veux, j'ai toujours le syndrome un petit peu de pas en savoir assez par rapport à ceux qui sont diplômés, des chercheurs, etc. Donc du coup, en permanence, j'apprends. Et je pense que c'est un bon moteur. Alors pour moi, je sais que ça marche pas pour tout le monde, notamment en France, parce qu'en France, il y a quand même ce côté où si tu n'as pas comment on appelle ça, de diplôme, c'est un peu compliqué psychologiquement pour se faire reconnaître par les autres, même en société. Hein. Je te parle pas forcément d'avoir un job, mais même au niveau social, quoi. Moi, ça me pose pas trop de problème. Par contre, c'est de me dire, mince, j'aurais quand même dû écouter les autres quand ils me disaient, va au moins jusque, je sais pas moi, le bac, ou quelque chose comme ça. C'est chose que je regrette aujourd'hui, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, du coup, t'as pas poussé dans les études? C'est que tu t'y voyais pas le. C'est pas que j'y voyais pas le truc, c'est que je suis parti assez tôt. Moi, je suis parti à 18 ans de chez mes parents. Ok. Et tout de suite, j'ai pris un appartement, voiture, assurance, impôts, enfin tout ce qu'il faut faire quand tu mets un pied dans la vie active. Ok. Et je pense que quand j'ai pris mon premier job, qui payait les factures, qui m'occupait bien, et puis en fait, le truc, c'est que quand j'ai eu un job, je me suis dit comment gagner plus, j'en ai fait un autre en parallèle, tu vois. Puis un troisième, j'avais une période où j'avais 3 travails en même temps. Donc, si Ok. tu veux, la question se posait même pas. Je me disais pas, je vais reprendre les études, parce que reprendre les études, c'était pour moi retourner chez mes parents, et ça, c'était inenvisageable. Pour moi, c'est un échec total que de retourner chez ses parents, dans ma tête. Hein. Ouais. Ça doit être certainement une mauvaise façon de penser, puisque plein de personnes le font, mais moi, personnellement, c'était une telle anxiété, si tu veux, qu'il fallait que je continue à payer mes factures tout seul. D'accord. Donc, bon, voilà. Et du coup, les jobs que tu fais, Ouais. c'est quel type de job? Que j'ai fait jusqu'à mes 26 ans. Alors, il y a eu de tout. Il y a eu un peu de déménagement, il y a eu de la carrosserie, parce que oui, j'ai fait un CAP de carrossier quand même. Il y a eu, qu'est-ce que j'ai pu faire? Il y a eu la sécurité c'est ce qu'on appelle la sécurité incendie. Tu sais, les petits bonhommes en rouge Ok. qui surveillent un petit peu que les extincteurs soient bien rangés, etc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Plein de petits travails comme ça qui ne demandent pas en fait autre chose que des diplômes de type CQP, des choses comme ça, quoi. Et du coup, en parallèle, tu continues à faire la muscu Ouais. Je faisais de la muscu à fond à côté. Mon dernier job qui était justement dans la sécurité, donc ça date maintenant, c'était il y a plus de 10 ans, c'était vraiment l'alliance de travail 3 jours par semaine, donc je faisais 12 heures 3 fois par semaine, donc je faisais mes 36 heures en 3 jours en gros, donc j'avais fait ma semaine en 3 jours, et tout le reste du temps, moi l'avantage que j'y voyais à l'époque, c'était que je pouvais aller m'entraîner le matin, faire ma diète dans les clous, voir mes potes, et puis retourner à la salle en fin de journée. C'était vraiment une très bonne organisation pour moi, même si travailler de jour, de nuit, ça décalait un petit peu, parce que je faisais aussi les nuits, où soit je faisais 7h, 19h, soit je faisais 19h, 7h. C'est d'ailleurs pour ça, souvent je reçois des questions, est-il possible de faire une sèche ou une prise de masse quand on travaille de nuit? J'ai, par mon expérience, la possibilité de dire que oui, en fait. Hein. Et ça, c'est pour ça que j'en ai tiré quand même quelques bonnes expériences, quelques bonnes connaissances de ces jobs-là.
Mais après, quand j'ai commencé à travailler sur mon site internet, j'ai rapidement pu quitter mon travail. Et puis j'avais envie de le faire, surtout que j'avais envie de me lancer là-dedans. Et du coup, ça se passe comment la transition par rapport à ça? C'est que Mais toi, tu décides de faire un site. Comment tu vois comment tu t'es. alors moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. Je suis ni formé en marketing, ni formé en webmastering, je sais pas comment on dit, mais je suis pas du tout du métier. Hmm. Comme je t'ai dit, par contre, j'aime bien la technologie. Donc, s'il y a un truc qui m'intéresse, je vais le ronger jusqu'à le maîtriser. Et le site internet est venu à une période où, sur les forums, j'avais un petit peu de mal à m'exprimer ouvertement sans me faire critiquer. Ok. Je pense que j'ai ce côté où je prends assez mal la critique. Ça, j'en avais déjà parlé dans mes podcasts, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez susceptible. En tout cas, je suis assez virulent dans mes réponses et du coup, j'aime pas trop les critiques. Et sur les forums, j'en avais un peu marre que ce soit des avatars d'une image de manga qui me fassent la morale, si tu veux. Quand moi, je mettais des photos, par exemple, d'une performance ou même du physique où j'étais content d'avoir atteint, parce que j'étais quand même en surpoids, donc c'était une fierté pour moi de mincir, et que j'avais des gens qui me disaient ta diète, c'est pas bien et tout, alors que bon, j'avais perdu 23 kilos en 3 mois, je trouvais qu'elle était pas si mal que ça. Et je m'étais dit, il me faut un espace où je peux parler, parce qu'il y avait quand même des gens qui aimaient bien discuter avec moi, mais je sentais qu'ils étaient un peu bloqués par ceux qui critiquaient un peu trop violemment. Ok. Donc je me suis dit, je vais un peu bloguer là-dessus, je vais ouvrir un site, et puis je traduisais pas mal de sites de personnalités fitness américaines. Tu vois, je copiais leurs textes, et puis pour les comprendre, parce que je parle pas du tout, enfin maintenant ça va mieux, mais à l'époque je parlais pas du tout anglais, je comprenais rien. Donc je Mhm. faisais clic droit et dans le traducteur Google là pour savoir qu'est-ce qu'il raconte lui. Ah d'accord, il fait comme ça. Et je me suis dit c'est cool, en France il doit bien y avoir des gars qui font ça. Il n'y en avait aucun. Donc je me suis dit je vais commencer à écrire un peu là-dessus. Je vais raconter par exemple comment faire un régime pour perdre du gras. Et puis ça a pris. Et plus j'apprenais, plus je partageais, et ça a été un phénomène un peu de boule de neige. Et comme quand j'étais gosse, vu que j'ai une obsession pas possible à chaque fois que je me lance dans quelque chose, j'ai dévoré tous les bouquins qui se faisaient, et puis rapidement, j'en suis arrivé à lire les publications scientifiques. J'ai changé aussi avec Michael Gundil, parce que je l'ai eu plusieurs fois dans le podcast et tout. Qui, je le reconnais aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un, lui, qui m'a poussé à ne pas me contenter de peu, en fait, hein, à vraiment de me sortir vraiment alors je sais pas comment je pourrais dire ça, mais à vraiment pousser le truc plus loin que juste manger, dormir et pousser, quoi. Mhm. Et ça a dû m'inspirer, puisqu'aujourd'hui c'est comme ça que je fonctionne. Je suis tout le temps en train d'étudier, en tout cas toutes les semaines. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de routine. Dans ma semaine, il y a toujours un passage par les études scientifiques où je fais une revue de presse de tout ce qui vient de sortir. Alors, les méta-analyses d'un côté pour avoir le gros, puis après les études isolées pour avoir les petites pépites qui échapperaient aux méta-analyses, et ainsi de suite, quoi. Et de ça, j'en fais les synthèses dès qu'il y a suffisamment de données, et j'en fais une espèce de petite cours, conférence, webinaire, je ne sais pas comment on appelle ça sur Internet, mais peu importe, qui dure à peu près 1 heure pour ceux qui sont clients chez moi. Énorme, énorme. Donc quelqu'un de très autodidacte, c'est cool. Ah Et, ouais, à 100%. Un peu à et, l'américaine. ouais, je te rejoins, je te rejoins par rapport à ce que tu dis. Et comment se passent les débuts du coup? Tu crées ton site, tu commences à bloguer, je suppose, à créer des articles, des choses comme ça. Ouais. Comment se passe le début du coup? Et tu avais cette idée de vouloir le monétiser? Pas immédiatement. En fait, au début, c'était vraiment, je pense que j'ai été, il n'y avait pas Instagram à l'époque, je me souviens, puisque j'ai été un des premiers, entre guillemets, un des premiers, hein, je n'étais pas le premier, je ne vais pas dire ça quand même, Mhm. français un peu fitness à être sur Instagram. Ok. Euh, et donc, il n'y avait pas Instagram, donc la reconnaissance que tu pouvais avoir de personnes du même milieu que toi, c'était les sites Internet. Ouais. Et c'est vrai que quand tu reçois, alors c'était pas des likes à l'époque, mais c'était des commentaires positifs, des choses comme ça, tu disais, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose, il y a des gens, ils aiment bien ce que je fais, il y en a d'autres qui me posent des questions. À un moment donné, est-ce que je peux pas utiliser toute la connaissance que j'ai pour
faire un petit complément de revenu si ça aide les gens. Et moi, à un moment donné, il fallait pas que, je pouvais pas non plus travailler après mon travail de salarié gratuitement, quoi. Mhm. À passer mon temps à répondre à des questions et tout. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas compiler toutes les choses que je sais et commencer à le proposer sous une forme. À la base, c'était les e-books, tu sais, Ouais, ok. en 2011-12, là, c'était les e-books, de faire un e-book qui regroupe un petit peu tout pour la perte de graisse, la prise de muscle, qui marche encore très bien aujourd'hui, d'ailleurs, qui se relance un petit peu avec les Kindle et tous ces trucs-là, hein. Ça a eu vraiment pas mal de succès, quoi. Quand je dis succès, à petite dose, mais j'ai pu rapidement me dire, bon, bah, est-ce qu'à un moment donné, tu pourrais pas vivre de ça? Et puis, Donc, tu avais déjà quand même une communauté, du coup. ben, la T'avais déjà... communauté s'est faite, ouais, je postais des photos, je postais, alors c'était beaucoup, moi, sur la nutrition, les gens me disaient, ah, ben lui, c'est surtout pour la diète. Bon, je sais pas, moi, je sais pas s'il faut bien le prendre ou pas, mais donc bon, c'était surtout pour la diète. Et donc, je postais des assiettes. Pour moi, c'est pareil, ça a été un truc qui m'a toujours suivi, la cuisine, depuis que je suis ado, même gosse. Ok. Et j'ai jamais trouvé ça compliqué et de manger un truc sympa au goût, et enfin sympa au goût selon les goûts, et qui fait pas grossir, quoi. En tout cas, Mhm. qui empire pas le problème. Et oui, donc je pense que les gens ont bien aimé avoir ce côté régularité dans les assiettes de recettes que je proposais. Les petites photos d'évolution aussi de temps en temps, ils aimaient bien voir où j'en étais, etc. Et puis les conseils, quoi. Parce que je pense que comme moi, quand j'ai démarré, quand tu as un travail à temps plein à côté, euh, c'est vrai que quand on dit tout est sur Internet, les gens ont raison. Mais il faut avoir le temps d'aller voir ce tout sur Internet. C'est ça. Et de passer par une personne pour qui c'est le travail, ben, ça fait quand même un filtre. Alors certes, les gens vont dire oui, mais c'est un intermédiaire. Oui, mais c'est un intermédiaire qui a trié pour l'autre, pour toi, tout ce qui n'est pas nécessaire à la muscu, par exemple, quoi. Et donc, La voilà. différence entre le contenu gratuit et le contenu payant. Le contenu gratuit, bah oui, l'information aujourd'hui de plus en plus sur le marché francophone, un peu moins, mais de plus en plus grâce à des personnes comme toi ou d'autres. Sur le marché, on va dire anglo-saxon, forcément, il y a encore plus de choses. Mais la différence entre le gratuit où tu vas perdre énormément de temps et puis bah, le contenu payant, c'est effectivement le raccourci. Je vais te donner le chemin pour arriver de cette étape A à cette étape B, quoi. Exactement. Ouais, c'est ouais. Et oui, tu commences du coup par des par des e-books et comment voilà de fil en aiguille, tu te dis tiens bah ça je commence à générer un petit peu d'argent et c'est quoi la suite logique pour toi alors comment tu fais le basculement pour en faire ton job principal? Eh bien, bah, déjà, je suis pas quelqu'un de très gourmand. D'ailleurs, bon, je dirais pas qui, mais d'autres personnes qui sont passées sur ton podcast, on avait des discussions et on n'avait pas du tout la même vision de l'avenir par rapport au business de la musculation et tout. Moi, si tu veux, enfin, je pense que j'ai dû le dire rapidement dans mes premiers podcasts. Moi, c'est payer mon loyer, remplir mon frigo et pouvoir profiter de ma passion, quoi. Tu vois, de m'acheter mon matos de muscu. Bah là, typiquement, j'aime bien les bagnoles aussi, donc m'acheter une voiture qui me plaît, mais sans l'acheter neuve ni rien, mais des plaisirs raisonnables. Je suis pas, je me mets pas dans la case entrepreneur à succès, etc., parce que c'est pas le cas déjà, et c'est pas non plus mon obsession. Donc, moi, la seule chose qui s'est posée dans ma tête, c'est que je me suis dit, par contre, il y a un truc, j'avais une rumination dans ma tête quand j'étais encore salarié et que je commençais à générer de l'argent avec mon site internet. Je me suis dit, est-ce que dans 10 ans, donc à l'époque, même plus de 10 ans, je me disais, est-ce que quand tu auras 40 ans, tu ne vas pas regretter de ne pas t'être lancé, parce que peut-être qu'à 40 ans, ça sera plus creux, tu pourras plus en vivre, etc. Peu importe la situation, mais tu vas le regretter, en fait, de ne pas avoir vécu peut-être 10 ans de cette passion, etc. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où je me suis posé cette question, putain, elle était dans ma tête, je ne pouvais plus la sortir. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait me lancer. Je me suis dit, au pire, tu te lances. De toute façon, le métier que tu avais avant, c'est un métier en 2 secondes, enfin, tu n'avais pas de diplôme forcément pour, tu pourras mettre le pied dedans. Et, euh, et je me suis lancé, et ben, quand tu passes de 3 heures par jour à accorder à ça à toute la journée, forcément,
Puis tu as un peu plus la pression aussi, parce que du coup, il faut payer les factures et tout. Et ça s'est plutôt bien passé grâce à mon tempérament anxieux. Tout de suite la transition 35 heures, je sais pas, peut-être à 35, mais temps plein à j'arrête complètement et Ah puis ouais. ok. Ouais. Et ça tombait pas trop mal parce que j'étais quand j'étais salarié, si tu veux, ça arrivait à une période de transition dans la boîte où j'étais. Les meilleurs collègues, enfin les collègues avec qui je m'entendais bien, notamment certains qui faisaient du sport, avaient été déplacés à droite à gauche, donc je travaillais plus avec eux. Moi, on allait me proposer un poste à haute responsabilité, avec plus de responsabilité, mais juste le badge et pas le salaire, comme on fait globalement partout en France maintenant. Et ça, je trouvais pas ça super intéressant d'avoir plus de stress pour la même paye. Et donc, si tu veux, s'il y a eu un bon alignement de planètes à ce moment-là, je me suis dit, écoute, le stress, je préfère me le mettre à moi, pour moi, plutôt que pour les autres et pour rien de plus. Et c'est vrai que j'ai donné ma démission immédiatement. Je leur ai même dit, le préavis, je le ferai pas, en fait, parce qu'il me reste des congés, je le solde avec ça. Et ouais, je me suis mis à 100%. Et puis, si tu veux, il n'y avait pas trop de surprises parce que je savais comment fonctionnait mon site. J'ai pas fermé la porte du job et lancé mon site après, quoi. Il était déjà lancé. Ça a été juste que j'ai pu avoir plus de main-d'œuvre pour lui d'un coup, quoi. Parce que du coup, j'ai pu donner 8 heures par jour au lieu de 3 heures par jour, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui accélère? C'est le fait de créer plus de produits, d'e-books, de choses comme ça ou Non, mais déjà, la vidéo commençait à devenir assez populaire. Je voulais trouver un format qui était. Moi si tu veux, j'ai toujours cru, peut-être naïvement, qu'il y avait d'autres personnes qui aimaient faire ce que je fais. C'est-à-dire qui aiment bien. Moi, j'aime bien me mettre une conférence et regarder une conférence. Bon, ça me dérange pas, si tu veux, même de la regarder en vidéo, de regarder un mec parler derrière un pupitre, ça me dérange pas. Et je me suis dit, il y avait bien d'autres personnes qui doivent le faire, puisque quand je regarde le compteur de vues des conférences, il y a au moins 200 vues, 300 vues, parce que c'est pas les trucs les plus vus. Et je me suis dit, sous ce format-là, je vais faire la même chose, parce que l'audiovisuel, on va dire, fonctionne mieux que l'écrit aujourd'hui. Enfin, peut-être que l'écrit remonte un peu, mais à l'époque, c'était surtout vidéo qui marchait. Puis l'avantage d'une vidéo parlée, c'est qu'elle peut aussi s'écouter. Donc, tu la mets dans tes oreilles et puis tu pars faire ton cardio, c'est très bien. Et je trouvais que c'était un bon compromis de basculer là-dessus. Ça me permettait d'avoir une régularité plus importante. Ça me permettait aussi de ne pas trop avoir de temps sur la mise en page, parce qu'un écrit, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une certaine mise en page qui parfois, quand tu fais des cours assez, je sais pas, d'un chapitre par exemple, tu te mets à avoir plus de temps de mise en page que d'écriture. Moi, si tu veux, je n'aime pas trop ça. Je veux toujours mettre l'intégralité, le plus de temps possible à la création de contenu, et la mise en forme, ça doit prendre pas beaucoup de temps, quoi. J'essaie de l'automatiser au maximum. C'est pour ça que les vidéos, comme je fais les cours, c'est facile. J'ai mes process, tout est organisé. J'ai une journée juste pour ça d'ailleurs. Et voilà, c'est bouclé. Et je préfère après le reste du temps créer du contenu, faire mes recherches, parce que la base reste quand même mes recherches, quoi, les miennes. Et après, le cours, c'est juste le résultat de mes recherches, quoi. Ok. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu proposes quoi? Tu parlais de tes membres VIP, là. C'est quoi? C'est un abonnement mensuel, c'est ça? Ouais, c'est un peu, pour simplifier pour les gens, c'est comme Netflix, mais version fitness, c'est-à-dire que tu as du contenu sur un spectre assez large, hein. Je parle de sommeil, des choses sur le mental également, même si le mental aujourd'hui, c'est un peu un abus de langage dans le discours actuel. Mais bon, je peux parler de ça, de nutrition, d'entraînement. Je fais également des FAQ, etc. Mais c'est vraiment des sujets que j'essaye de. Tu peux pas prendre un cours comme ça et te dire je connais, quoi. Parce que par exemple, je vais m'intéresser à qu'est-ce que j'ai fait récemment. J'ai fait sur la diète végétalienne, ouais. Et là, ça va être sur un sujet pointu des carences. Ok. Donc, c'est pas, si tu veux, je vais pas tirer jusqu'à la prise de masse, la sèche pour le végétarien et tout, et te faire un truc en 1 heure là-dessus, qui serait trop général. Je vais vraiment aller creuser dans le détail, ce qui fait que des cours, il y en a énormément, il y en a plus de 400. Mais ouais, voilà, donc c'est pour ça, c'est ce que je propose aux gens, c'est des sujets pointus, par exemple le sommeil, ça va être, par exemple sur le sommeil, plein de gens se diraient un seul, ça suffit. Ben moi, je vais en avoir presque une vingtaine déjà.
Parce que déjà, chaque semaine, il y a des nouvelles études qui sortent sur le sommeil. Et puis, en fait, des applications différentes. Je me suis intéressé, par exemple, dans le sommeil, dans le domaine du sommeil, à ceux qui sont des chronotypes du matin, plutôt du soir. Ce sont des choses qu'on connaît, mais quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on maîtrise mal les sujets et que il y a beaucoup de recherches dessus et c'est toujours intéressant d'aller creuser. Et de fil en aiguille, avec ça, je me suis dit, finalement, ce serait comme si les coachs, parce que quand ils sortent du BPGEPS et tout, moi je suis pas coach, je mets tout le monde à l'aise là-dessus, je suis pas coach sportif en salle ni en personal trainer et tout, c'est pas mon travail. Par contre, je sais très bien que quand un coach sort du STAPS ou du BPGEPS ou autre, souvent ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont un peu laissés, je vais pas dire à l'abandon, mais laissés libres de continuer à se former eux-mêmes, quoi. Alors aujourd'hui, voilà, et il y en a beaucoup en fait qui sont venus dans mon abonnement VIP et qui suivent ça. J'ai même des médecins qui viennent regarder parce que il faut pas croire, il y a plein de médecins qui sont sportifs en parallèle. Là, je voyais qu'il y a un moniteur je crois que c'est de Catamaran, puisqu'il a un site internet, il a laissé un commentaire sur mon site et vu qu'il a mis son lien, j'ai pu voir. Okay. Donc il y a plein d'horizons si tu veux et je me rends compte que d'avoir des abdos apparents ou bien dormir, c'est des domaines qui touchent pas que les passionnés de muscu à 100%, quoi. Ouais, tout à fait. Je trouve c'est intéressant. Et du coup, c'est quoi? C'est une webconférence ou un sujet par mois? Une thématique par mois? Par semaine. Ah Ouais, oui, non, mais donc... j'ai un process très, très. Tous ceux chez qui je vais en podcast, ils me disent à peu près la même chose, mais j'ai mis sur papier un process qui me permet d'y arriver. Mais non. Par contre, j'ai accepté de négliger certaines choses que d'autres maximisent, c'est-à-dire le marketing, les réseaux sociaux. Je ne suis jamais sur Instagram. Le plus important, c'est le produit. Enfin, Voilà. Pour moi, sur Instagram, j'y ai été, mais maintenant, j'y passe. J'ai un compte parce que j'aime bien montrer des assiettes de repas et tout. Je partage, mais moi-même, je ne perds pas de temps à aller sur Instagram. Jean Rivière, ça ne te parle pas? Jean Rivière, si. Mais Jean Rivière, c'est un gars, si tu veux, que j'ai suivi il y a... je sais même pas... Je peux te donner à peu près le temps. Il était au Cambodge à l'époque. Et j'adorais sa façon alors lui, les vlogs qu'il faisait, où il racontait un peu comment il travaillait. Et je me suis dit, mais ce gars, en fait, il a tout compris, quoi. Il arrive à faire des trucs. Alors, je connais pas ses produits payants après, parce que j'ai pas poussé le truc jusque-là. Mais moi, le côté travailler un petit peu comme ça, en essayant de simplifier au maximum les trucs chiants, en fait, et de travailler que sur les trucs qui nous passionnent, ça m'avait vachement inspiré à l'époque. Je crois que je suis encore abonné à sa newsletter en plus. Il faudrait que je regarde. Oui, parce que lui, le concept, moi, j'avais été le voir en Roumanie. D'accord. Rencontré, j'ai pris pas mal de ses programmes et tout, et son concept et tout était très intéressant. Et donc lui, c'était un des premiers à créer une formation par semaine. Donc il avait tout un process où il y avait le mardi, il envoyait un email, le jeudi, il envoyait un email, le samedi, et toutes les semaines, il arrivait à faire une formation. D'accord. D'une heure, 1h30, tu vois, un peu ce concept que tu fais aujourd'hui de webconférence. Et voilà, c'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Ok. Alors moi, c'est une fois par semaine. Par contre, je dois t'avouer que, comme je te dis, moi, au niveau marketing, je suis nul. Nul. J'ai le minimum, et sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui non plus. Mais là, je t'entendais dire, il y a un mail tel jour, un mail tel jour et tout. Moi, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire que il y a toujours un seul. C'est comme les newsletters que tu reçois d'un site que tu suis, pardon, par semaine, les gens reçoivent, il y a ça qui est sorti cette semaine. Il n'y a pas, si tu veux, de celui qui n'a pas ouvert, je lui renvoie, machin et tout. Ça, si tu veux, tout ça, si tu veux, c'est trop long, j'ai pas le temps, quoi. Même s'il y a quelqu'un qui m'aide un petit peu, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sinon, je pourrais pas, quoi. Et je suis un peu au maxi d'ailleurs. J'ai voulu trouver un équilibre entre bien-être, on va dire, mental, professionnel, parce que c'est vrai que si j'aime pas ce que je fais, après, c'est pas bon, quoi. Et d'essayer de trouver une organisation. Donc, si aujourd'hui je rajoute quelque chose, si je devais produire un nouveau contenu, il faudrait que j'en dégage un ou qu'on rajoute une 8e journée.
Je comprends. Mais déjà, tu as une production de contenu qui est vraiment top parce que entre créer une webconférence, ok, mais il y a toute la recherche aussi c'est La ça recherche, ouais. qui te prend. Et l'avantage de la recherche, c'est que c'est pareil, tout ça, je l'ai bien, tu vois, je me suis mis des flux RSS et tout ça, j'ai bien tout catégorisé. Et bon, je ne vais pas te donner toute ma mayonnaise non plus, mais j'essaie vraiment de ne pas perdre de temps à lire des choses qui ont rien à voir avec mon travail non plus. Et un cours est mûr quand j'ai suffisamment de données. Donc, c'est vraiment au fil de l'eau que je me dis, bon, là, c'est bon, j'ai suffisamment de données, vu que je les garde en plus. Je me dis, bon, c'est bon, maintenant, je peux en faire la synthèse et en faire quelque chose de bien pour les autres. Et comme j'ai beaucoup de contenu déjà, il y a pas mal de choses qui sont des mises à jour. Par exemple, sur le sommeil, grosse mise à jour sur le sommeil, parce que des fois, il y a des choses nouvelles, notamment, tu as dû connaître ça aussi, parce que tu as dû voir que pour beaucoup, on déconseillait l'entraînement proche du moment d'aller dormir, et les gens pensaient que ce qui les empêchait de dormir, c'est que ça les excitait nerveusement. Et ça fait pas longtemps, ça doit faire à peu près 2 ans, qu'on sait assez confortablement que c'est la faute de la hausse de la température qui empêche de dormir, puisque pour dormir, on a besoin de tomber un degré au niveau du cerveau, et que de s'entraîner trop proche de l'entraînement, chez certains, ça les empêche de faire baisser leur température. Et c'est ça qui les empêchait de dormir, et pas une excitation nerveuse. Parce qu'on le voit bien, en fait, qu'après la séance, nerveusement, on est plutôt à plat. Parce que si ça nous excitait, on poussera encore plus lourd. Donc, et ça, tu vois, ce sont des petites choses qui, il y a 5 ans ou 10 ans, on ne pouvait pas le savoir. Donc, j'apporte comme ça des petites mises à jour. Et toujours une mise à jour, quand tu tapes une étude complète, il y a toujours des… Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est leur faire un peu des blagues des blagues, façon de parler. C'est je leur donne là récemment sur la diète végétarienne et la diète omnivore, je leur ai expliqué une étude hyper convaincante sur l'efficacité des protéines et tout ça, et végétales et animales, comme quoi c'était quasiment la même chose pour anabolisés, sauf qu'à la fin, je leur dis, ouais, mais bon, cette étude, elle est financée par ceux qui fabriquent les steaks végétaux. Donc, les nouveaux steaks, donc qu'en pensez-vous, en gros? Est-ce que vous pensez qu'on peut en tirer la même conclusion maintenant que je vous ai dit ça? En fait, si tu veux, je les laisse émotionnellement se dire, bon, c'est bon, il nous dit que c'est fiable, que ces protéines végétales, elles sont aussi anabolisantes, donc je peux me lancer là-dedans. Et quand je leur dis ça, pour qu'eux-mêmes, ils aient des réactions émotionnelles, en fait, si tu veux. Et qui se disent, bon, maintenant qu'il m'a dit ça, qu'est-ce que je fais de cette info, quoi? Et c'est important parce que j'en vois beaucoup, là, notamment sur les podcasts, parce que quand je parle dans les podcasts, des fois, je fais référence aussi à des études, et j'avais parlé du soja et des phytoœstrogènes et tout. Et un gars m'a envoyé, il m'a même pas envoyé, il avait fait une petite vidéo avec des tonnes de références scientifiques, comme quoi le soja n'était pas, ne contenait pas de phytoœstrogènes et avait aucun impact sur les… Je suis allé voir les liens et qui finançait l'industrie du soja. Soja, Food and Nutrition. C'est évident qu'ils ne vont pas dire que ça féminise la moitié de la planète. Donc, bon. Et ça m'intéresse parce que je pense que les gens aiment avoir ce qui est fiable et ce qui est encore bancal, quoi. Et ça permet aussi de détecter là où il y a des gros sous dans l'industrie, quoi. Notamment les produits laitiers, le soja, parce que les gens l'oublient, mais les protéines en poudre, ce sont des produits laitiers. Donc, c'est autant défendu dans les études qu'un verre de lait. Le sucre, un détail, mais par exemple, quand on lit des études comme quoi les glucides durant l'entraînement, c'est génial, c'est magique pour prendre de la masse musculaire, pour la récupération, la resynthèse du glycogène et tout. Et quand on regarde qui a financé, c'est PepsiCo et sa filiale Gatorade. Donc, c'est encore une fois, tu dis, mince, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et moi, bon, après, ça me passionne. Donc, voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui tombent facilement dans le piège. Parce que c'est facile d'aller directement à la conclusion de l'étude et se dire, bon, ça marche, quoi. Ouais, c'est un peu trop réducteur. Et c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi, du coup, qui permettent… Je le fais pour moi avant tout, hein. Parce que je m'entraîne et que j'ai envie de pouvoir m'entraîner le plus longtemps possible. C'est cool de pouvoir donner cette information à tout le monde, enfin tout le monde dans le sens où qui rentre dans ton programme, et je trouve ça très, très intéressant.
Et au niveau, parce que moi, je gère aussi beaucoup d'informations et des fois, je m'y perds un peu en termes d'informations. Est-ce que tu as des outils que tu utilises pour gérer avec des mind maps, des choses comme ça? Enfin, comment tu gères l'information ou le contenu d'information? Alors, ce que j'apprends, comment je fais pour le classer, tu veux dire? Ouais. Mais déjà, sur les sites de littérature scientifique, tu peux te créer des collections. Donc, notamment, les gens qui ne savent pas, sur PubMed, quand tu as un compte, tu peux créer des collections, tu peux te créer ta bibliographie, etc. Donc, ça, c'est assez facile, quoi. Dès qu'il y a une étude, tu la coches, tu la glisses dedans et voilà. Après, moi, je fonctionne pas mal avec un condensateur de RSS, là, tu sais, Oui. genre Feedly, Moi, voilà. j'utilise Feedly, mais ouais. Voilà, des choses comme ça. Mais bon, je pense que j'apprends rien à personne avec ce genre d'outils. Mais après, j'ai tenté les mind maps, là, comme tu dis. C'est Ça plus te facile parle, pour moi. Obsidian ou un truc, je crois que c'est. Non, moi, Si, c'était MindNode. C'était Ouais, ok. où tu pouvais créer des bulles avec des flèches, etc. Ça m'aide à structurer un cours, mais il me faut mais quand j'ai déjà les données, si tu veux. Ouais. Je sais de quoi je vais parler, etc. Et par exemple, de le mettre comme ça dans des bulles et tout, je sais à quel moment ça va intervenir, quelle recherche complémentaire je vais devoir faire là-dessus. Mais honnêtement, j'ai dû m'en servir que quelques fois. Je brainstorm très peu, en fait, puisque quand le sujet est mûr dans ma tête, entre Ouais. guillemets, quand je me dis là, c'est bon, stop, sinon ça va dépasser le temps d'un cours. Puis les gens, en fait, au bout d'une heure, déjà l'attention, on le sait que même au bout de 12 minutes, si tu fais pas Oui. une petite pause, le niveau d'attention diminue. Donc je me dis stop. Je préfère découper en plusieurs parties que voilà, quoi. Il C'est faut pour que ça ça mon fasse process est assez simple, hein. 1 heure, quoi. Ouais. Moins d'une heure. Ouais. Moins d'1 heure. Ok. Et ok, ouais, donc tu as tes grosses thématiques, tu as des sous-thématiques, et du coup, après, en fonction de toi, de comment tu sens le sujet, tu pars sur un sujet. Ouais, puis je suis à l'écoute aussi, hein. À Oui. l'écoute, quand les gens me disent ça serait bien que tu fasses une vidéo sur tel sujet. Si j'en ai pas déjà fait une vidéo ou si j'en ai fait qu'une seule vidéo, je me dis, bon, bah, elle date de quand? De 2013. Bon, bah, ça mériterait quand même une sacrée mise à jour. Il y a dû y avoir beaucoup de publications depuis 2013. Donc, je vais regarder un petit. Et puis, moi, mon expérience a changé aussi. Donc, voilà. Après, il va y avoir des choses sur quand on devient jeune papa, par exemple, comment on peut gérer au mieux. Moi, ce sont des sujets en fait qui me passionnent puisque je veux continuer à m'entraîner. Tu vois, par exemple, il y a eu le Covid, donc le Covid, ça a été une source de sujets énorme Ah bah oui, c'est puisque sûr. bon, tout le monde. Alors moi, je m'entraînais par chance déjà à la maison depuis 1 an, donc j'avais, si tu veux, une petite longueur d'avance, mais ça m'a donné un axe, si tu veux, de travail assez, assez clair. Et il y a plein de choses comme ça. Et je pense que par mon expérience de vie aussi, j'apporte des contenus qui correspondent un peu à mon âge, aux problématiques que j'ai pu rencontrer. Je me suis blessé comme n'importe quel pratiquant, je pense. Donc ça apporte du contenu, de la réflexion. Et je pense que c'est ça, c'est un peu la théorie plus la pratique et l'expérience qui donnent quelque chose d'agréable, en tout cas pour celui qui écoute ou qui regarde la vidéo, quoi. D'avoir le brut, quoi, ce qui sort des études, mais aussi du vécu. Et puis mon avis, les gens, au bout d'un moment, ils veulent l'avis aussi de l'individu, quoi. Parce qu'on fait un peu figure, pas d'autorité, mais pour eux, en tout cas, on est un peu le point de référence, quoi. Ouais, et puis l'information telle quelle, bah, c'est bien, mais l'information couplée à la personnalité et au ressenti de la personne, bah, c'est ce qui fait que chacun est différent et chacun, entre guillemets, peut entre guillemets, prendre l'information et en fonction de sa sensibilité, de comment il comprend le truc, partager aussi. C'est ça aussi, je pense, que les gens recherchent en rentrant dans ton programme, quoi. Ouais. Et puis, bon, après, je pense que c'est des gens qui accrochent avec la personne aussi. C'est pour ça que je dis aux gens, quand on me dit est-ce qu'il faut que je me lance ou pas là-dedans, je leur dis, mais il y aura toujours quelqu'un qui va être. Qui pourra s'identifier à toi. Donc, il y a autant il y a autant de clients que de coachs presque, quoi, si on peut faire un raccourci comme ça, mais enfin de coachs que de clients plutôt.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un parce que tu as 40 ans, tu matcheras mieux aux yeux des gens qui ont 40 ans, parce que, je sais pas, moi, tu mesures 1m60, ça marchera mieux. On a toujours, dans les gens qu'on suit, un petit truc qui fait qu'on peut s'identifier à eux. Et c'est pour ça, je pense que ça compte aussi, quoi. Et à partir du moment où on s'identifie à quelqu'un, qu'on le veuille ou non, moi le premier, hein, quand je suis quelqu'un, on a ce côté où sa parole a un petit peu plus de poids. Et quand elle a un peu plus de poids, on comprend mieux, on est plus intéressé et tout, quoi. Parce que franchement, les études, quand tu t'écoutes, il n'y a rien de plus insupportable que d'écouter une conférence super intéressante, mais d'un mec qui n'arrive pas à te capter l'attention, quoi. Ah, c'est insupportable. Parce que tu as envie de comprendre ce qu'il dit, mais lui-même, on ne sait pas s'il comprend. Donc, c'est un peu le problème avec les chercheurs où c'est tellement, ils sont tellement dans le truc que s'il y a quelqu'un qui arrive à transposer l'information, mais de manière un peu fun, un peu sympa, ah oui, c'est tout autre, quoi. C'est sûr. Ben, c'est le succès de Anthony Fardet, je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est Anthony Fardet. C'est un chercheur à l'INRA. Okay. Je crois qu'on dit l'INRAE maintenant. Je ne sais pas si il avait participé à l'application Sigma pour tester la qualité de l'alimentation avec les codes barres. Alors, tu avais Yuka pendant une période, mais après, il y a eu Sigma qui était sur le degré de transformation des aliments, qui était beaucoup plus intéressant, tu vois. Et lui, il a cette double casquette de chercheur et il sait correctement, je ne dis pas que les autres ne savent pas parler, mais en tout cas, il sait bien parler face caméra ou quand on lui allume un micro, parce que certainement que les autres savent bien parler, mais c'est dès qu'on allume le micro, ils s'y perdent un peu. Mais le meilleur exemple qui devrait parler à beaucoup de personnes, c'est Étienne Klein. Étienne Klein, bon, après, on est d'accord ou pas avec ses positions, mais c'est quand même une tronche qui sait parler, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Et au niveau du business model, c'est quoi? C'est sous forme d'abonnement? Je rentre dans le programme, c'est un abonnement mensuel, c'est un abonnement annuel? C'est comment ça fonctionne? Exactement comme Netflix, c'est-à-dire que tous les mois, c'est un abonnement. Alors, c'est 12 €. Hein, je ne suis pas. Et tu peux prendre sinon 6 mois ou à l'année. Et la personne, quand elle veut pas, il n'y a pas d'engagement si tu veux, quoi que ce soit. C'est pour ça que je disais Netflix, parce que ça y ressemble bien. Parce que j'aime bien cette formule de liberté. Tu rentres et tu sors quand tu veux, quoi. Et c'est accessible à des gens. Je pense que ça, c'est mon passif de travail, on va dire, travail pas très bien rémunéré, que ce soit accessible à ceux. Je m'étais basé, moi, sur le fait que pour me former au tout début, avant les livres et tout, il y avait que les revues à la presse, quoi, et les magazines de muscu, c'était à peu près 5 € le magazine. Donc, ça faisait à peu près 10 balles parce que j'en achetais 2 par mois, quoi. Et donc, c'était musclé fitness et flex, un truc comme ça. Et je m'étais dit, ce budget-là, si je pouvais me le permettre à l'époque, c'est que c'est le bon prix, quoi. Ouais. Ok. Oui, de 12 €, pour ce que tu proposes. À la base, c'était déjà pas cher. Aujourd'hui, ça l'est vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, la bibliothèque, elle est fournie, quoi. Mais c'est souvent ceux qui ont le plus de réticence, je peux te dire, ce sont les Suisses. Parce que les Suisses, quand ils voient un produit pas cher, pour eux, c'est pas de la bonne qualité. Et ceux qui ont basculé dans le contenu, mon contenu VIP, les Suisses qui ont basculé, ils m'ont dit tu dois te priver beaucoup de personnes, beaucoup de Suisses, parce que dans notre mentalité, on ne peut pas s'attendre à quelque chose qui a de la valeur à ce prix-là. Et bon, en France, c'est différent. Hein. Mais parce qu'en France, il y en a certains, il faudrait même le donner gratuitement. Et je ne sais pas d'ailleurs comment s'il le donnait gratuitement, il ne regarderait pas le contenu. Mais ouais. Mais non, mais il râlerait quand même. Il faudrait que, je ne sais pas, que je leur rapporte. Que tu leur donnes de l'argent. En plus. Voilà, pour m'écouter. Mais non, mais ouais, je sais que, par exemple, voilà, tous les Suisses ne seront jamais massivement chez moi, quoi. Sauf si je vends ça à 300 € par mois, peut-être. Eh ben, faut que tu fasses un test, un A/B testing. Ouais, non, j'aurais du mal quand même. T'imagines, avec un VPN ou quoi, le gars, il se connecte, il dit en France, c'est 12 et en Suisse, c'est 300. Ouais, bon, c'est vrai qu'au niveau de l'éthique, c'est pas terrible. Ouais, j'ai du mal, moi, avec ça, ouais.
Ok, top, top, top. Et ouais, donc du coup, ton podcast alimente, on va dire, le fait de rentrer des nouvelles personnes peut-être qui t'écoutent ou autres, plus tu vas générer de la confiance et de la crédibilité, plus les gens vont aller voir du coup ton travail, approfondir ton travail et du coup basculer sur. Exactement. Ouais. Et c'est ce que je dis aux gens. Moi, c'est pour ça que je ne survends pas mon espace payant. Je leur dis, ah, de toute façon, il y a un essai gratuit. Vous allez voir le podcast qui est un bon échauffement. Quand je dis un bon échauffement, c'est est-ce que vous accrochez avec la personne qui parle déjà? C'est le plus important. Avec le parcours que j'ai pu avoir. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a été en surpoids, qui en est souffert dans le passé. Donc, du coup, qui a fait un régime, je me suis mis à la muscu, puis j'ai réussi à garder la ligne depuis toutes ces années et tout. Donc, c'est un profil particulier. Je ne suis pas un maigre, par exemple, qui s'est battu pour prendre 10-15 kilos sur la balance. Ce n'est pas mon cas, moi, c'est l'inverse. Donc, et ça compte aussi. Et je leur dis, allez écouter le podcast, parce que ça n'est pas ce que vous retrouverez dans l'espace VIP, parce que l'espace VIP, ce seront des cours, c'est beaucoup plus pédagogique. Vous aurez des plans, des choses comme ça. C'est beaucoup plus théorique, on va dire. Mais par contre, ça vous donne la vision, parce que la vision que j'ai sera la même. Hein. Mon état d'esprit, mon style de vie sera le même dans les deux cas. Quoi. Donc, je leur dis, c'est une petite mise en bouche. Quoi. Un bon teaser. Et au niveau logistique, tu as trouvé quoi comme outil qui permet de… Tu utilises quoi, toi, comme outil pour uploader les vidéos et les contenus? Alors, pour uploader, j'utilise Vimeo pour mes cours. Ouais, Puisque professionnel, je pense que c'est la solution la plus performante aujourd'hui. Pour les podcasts, après, qu'est-ce que j'utilise d'ailleurs? C'est un plugin WordPress. Je crois que c'est PowerPress. Ok. PowerPress, c'est un plugin, mais qui appartient à une plateforme à côté. Comment ça s'appelle déjà? Blueberry, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Blueberry. Ouais, je connais pas. Ok. Et qui s'occupe de le distribuer sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, enfin tous les trucs, quoi. Ok. Et après, sur ton espace membre, tu fais quoi? C'est avec ton site à l'intérieur? Non, c'est un plugin qui sécurise ça par abonnement, et voilà, quoi. Ok, excellent. Ok. Mais tu es obligé de travailler avec Vimeo, parce que Vimeo te garantit quand même une certaine protection, on va dire. Et puis, t'imagines bien qu'avec plus de 400 cours filmés majoritairement en 1080 ou en 4K, c'est un cours, il pèse 5 gigas à chaque fois. Donc, au niveau, je pouvais pas tout mettre sur mon site, quoi. Ouais, il y a Vimeo ou Wistia aussi. C'est un peu des concurrents et qui font ce genre de choses pour protéger un petit peu les contenus. Ouais. Ok. Bon, après, il suffit que, on va pas donner l'astuce, mais tout le monde peut tout pirater aujourd'hui. Mais ça permet d'avoir une certaine. C'est pas comme YouTube, lien privé, quoi. Qui, lui, tu le partages ou non répertorié, ou tu peux pas travailler sérieusement avec ça, quoi. Ça, c'est sûr. Et tu veux aller où, toi, avec ce programme-là? C'est quoi ta vision dans 5 à 10 ans? Déjà, continuer comme je fais, puisque mes visions sont assez court terme. Moi, long terme, je me vois un peu comme n'importe quel artisan ou professionnel de santé ou peu importe. C'est-à-dire que son activité continue à fonctionner. Ça, pour moi, c'est un objectif. Voilà, l'objectif que j'ai. Et comme je te dis, moi, c'est court terme, c'est-à-dire que c'est toujours continuer à améliorer ce fameux process pour que mes cours soient de plus en plus pertinents, que mon process de travail soit de plus en plus efficace, que je puisse apprendre de plus en plus, en fait, de nouvelles choses et de pouvoir le retransmettre de plus en plus facilement, parce que plus ce process sera simple, et on va y arriver, avec les automatisations, les intelligences artificielles et tout, de manière à ce que moi, je puisse me concentrer uniquement sur la pertinence du sujet, la nouveauté, etc., et donner vraiment les outils aux sportifs pour avancer, quoi. Mais continuer comme ça, parce que je pense que j'ai mis, ça fait à peu près 10 ans, j'ai mis 10 ans à trouver cet équilibre entre, pour dire aux gens, moi je travaille du lundi au vendredi, j'ai toutes mes soirées, donc en famille, en couple, et j'ai tous mes week-ends, et j'arrive à partir en vacances. Alors pas 5 semaines de vacances par an non plus, je pourrais certainement, mais je le fais pas. Mais j'ai quand même un équilibre où, d'avoir ces week-ends, ces soirées et tout, c'est quelque chose au tout début où
Ouais, tu vois, quand je vois tous les entrepreneurs là, qui sont en train de ne pas réussir à lâcher leurs notifications sur leur téléphone à 21h et tout, moi, ça n'existe plus, ça. Je n'ai même plus de sollicitations, je n'ouvre pas mes mails, Instagram et tout le soir, sauf si je dois aller voir si tu m'as répondu pour l'heure du podcast le lendemain. Sinon, je ne me serais pas connecté hier, hein, parce que je suis vraiment détaché de tout ça. J'ai trouvé d'autres loisirs. J'ai compris en fait que c'était pas ça qui me ressourçait, mais que ça m'épuisait. Donc du coup, ça faisait qu'amplifier l'épuisement professionnel qu'on peut avoir tous quand tu lis toute la journée des études ou tu montes un cours. Au bout d'un moment, tu as beau aimer ça te grille quand même ta dose de volonté. Et si tu veux, j'ai besoin de recharger avec des trucs plaisants, me détendre, faire ma méditation, mon sport, mon skate, voir des potes, rester avec ma nana, préparer à manger, enfin voilà, des choses comme ça. Faire les choses de la vie, quoi. Voilà. Et enfin, tu dis ça, mais beaucoup d'entrepreneurs les skippent toutes ces choses de la vie, comme tu dis. Oui, Ou en oui, tout cas, ils les mettent en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont en train de Bon, là, manger au sans être resto. là, quoi. Voilà, c'est ça, ils sont au resto avec leur nana, mais en même temps, ils postent une story où ils lisent un email. Ah, il faudrait que je pense à envoyer ça à un tel. Ça, pour moi, par expérience, ça mène au burn-out. Ou en tout cas, mais si ce n'est pas le burn-out, c'est une forme d'épuisement qui va les griller à tout point de vue sportif, émotionnel et tout. Donc, mieux vaut anticiper. Et je pense qu'un conseil pour ceux qui écoutent et qui se lancent dans un business comme ça, de vraiment apprendre à structurer avant de se lancer, parce qu'on peut tous, hein, c'est sur le papier, se dire, allez, j'y passe 10 heures, j'accorde 10 heures par jour à mon travail, j'en ferai plus que les autres, je serai le meilleur. Sauf que ça ne tiendra pas, en fait. Hein. C'est comme dire à quelqu'un, tu vas t'entraîner tous les jours en muscu, faire des maxis pendant 5 heures par jour, il va le faire une semaine, et puis là, non, après, nerveusement, il sera à plat. Là, ça sera la même chose, mais il aura l'impression qu'il peut parce que ça durera plus longtemps. Mais de se dire, OK, comment je peux structurer ma semaine pour conserver ça? En fait, d'essayer de travailler autour de ça. De se dire, en fait, c'est comme si tu allais travailler du lundi au vendredi et que tu ne pouvais pas rentrer dans l'entreprise avant 8 heures le matin et tu devais foutre le camp avant 17 heures le soir. Qu'il faut que tu te débrouilles pour mettre ton travail là-dedans. Et en fait, si on regarde bien, on peut tous le faire. Hein. C'est juste que quand on est livré à nous-mêmes, on a des phases de productivité, on fait à ces moments-là, et les phases où on est un peu hypoactif, on se dit, bon, bah là, je relaxe un peu. Et donc, c'est là, en fait, où on se crée des problèmes parce qu'on est hyperactif à des moments où, justement, souvent, c'est des moments un peu sociaux. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'on croit même, quand on a un business, on croit que on peut être plus productif, mais à un moment donné, de toute façon, oui, peut-être que sur l'amplitude horaire, tu travailles énormément. Le problème, c'est que quand tu regardes, tu fais une introspection un petit peu de ta journée ou de ta semaine, tu te dis, ouais, non, en fait, j'ai été efficace que quelques heures dans la journée parce que toi, moi, même si on est, voilà, on dort bien, si on a une bonne hygiène, ça a été prouvé aussi hein, au niveau des études que voilà, on ne peut pas être à 100% tout au long de la journée. Donc, c'est clair qu'il faut mieux débrancher pour être, quand on est vraiment dans le travail, être focus et productif que, entre guillemets, j'appelle ça brasser de l'air, que de dire, ouais, je bosse 10-12 heures comme Elon Musk, non, il doit bosser un peu plus. J'essaie de brasser de l'air, puis à la fin, il n'y a pas plus de résultats que ça, quoi. Tu vois ? Mais ça traduit, si tu veux, c'est une forme de… Pour les gens, l'abus de travail, c'est un anxiolytique, en fait. Hein. C'est parce qu'ils se couchent avec le sentiment d'avoir fait le job. Et c'est le problème de tous les métiers sur un écran. On n'a pas, si tu veux, par exemple, si on était agriculteur ou on travaillait au champ, à la fin de la journée, tu jettes un œil par ta fenêtre, ton champ, il est labouré, tu es capable de voir ce que tu as foutu de ta journée. J'ai labouré ce champ. Nous, quand on ferme notre PC, il n'y a aucun indicateur qui montre la charge de travail qu'on a eu dans la journée, à part notre épuisement. On ne peut pas visualiser. C'est comme un maçon, il passe à côté d'un mur, il dit « chérie, ce mur, c'est moi qui l'ai monté. J'ai mis toute la semaine à le monter, mais ce mur-là du bâtiment, c'est moi qui l'ai monté. » Nous, on n'a pas ça, en fait, quand on a un travail sur un écran. Et beaucoup pensent solutionner cette anxiété-là en faisant toujours plus, ou en ne décrochant pas, ou en regardant leur email même dans le lit. J'ai un pote qui est agent immobilier, qui, lui, il me dit, mais tout le temps, même à l'étranger, en vacances et tout, il répond à son téléphone. Bon, bah, il est en train de se cramer, il se crame, il me l'a dit, mais si tu veux, il
il s'en rend pas vraiment compte que c'est ça qui est en cause, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'un des meilleurs conseils, c'est d'arriver à structurer, parce que tôt ou tard, de toute façon, si ça empiète pas la vie sociale, ça sera les entraînements pour ceux qui sont passionnés du sport, ou la passion, peu importe, hein, ça peut être une autre passion que le sport, mais on vient à grignoter du temps sur les choses qui nous permettent de nous le régénérer, quoi. Ouais, ben là, il y a beaucoup de personnel trainers, de coachs qui écoutent et c'est clair que bah, ils ont un business où ils vendent du temps contre de l'argent. Donc, la problématique, c'est à un moment donné, oui, je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'il va y avoir à un moment donné un retour de bâton parce que bah, du coup, ils ne peuvent pas tenir, en fait, comme tu le dis, hein, on ne peut pas non plus tenir, même si on est motivé, on est passionné, à un moment donné. Donc, c'est ça, en fait, c'est cette notion de trouver le juste milieu entre bah, le revenu que je veux et puis aussi mon équilibre mental pour trouver, pas le juste milieu, mais en tout cas, une vie qui permette de tenir dans le temps, parce que c'est aussi ça l'objectif, quoi. Ouais. Et puis, combien de personal trainers j'ai croisé qui étaient d'anciens sportifs. Et en fait, le nombre d'heures les a dégoûtés du sport pour eux, en fait, qui ne pratiquent plus du tout. Je te parle même pas de blessures ou quoi, hein, je te parle vraiment d'une lassitude de s'entraîner pour eux, parce que, comme je connais pas les tarifs du coach en présentiel, hein, du coaching en présentiel, etc., mais si le gars il doit faire 5-6 heures de coaching par jour, ça prend du temps. Et à la fin, il a peut-être plus envie de retourner à la salle, lui, ou de faire du sport, quoi. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Et je sais pas, après, comment fonctionne le coaching en salle. Je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui arrivent à avoir des tarifs élevés, hein, certainement, puisque de toute façon, il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée. Donc, Exactement. voilà. Et j'ai vu que maintenant, il y avait des groupes qui se montaient aussi, des genres d'instituts où il y avait plein de coachs à l'intérieur du truc, quoi. Donc, ouais. Mais c'est vrai, de structurer ça, de se dire, OK, il y a des temps de loisirs. Comme je disais pour le sport à l'époque aux gens, j'arrive pas à faire mon sport au quotidien, il y a des jours où je saute, je lui dis, mais parce que j'ai un rendez-vous ou autre, et je leur disais, mais mets ton sport dans ton temps de travail, en fait. Tu es salarié, tu travailles de 8h à 17h, et ben à partir d'aujourd'hui, tu travailles de 8h à 18h. Et si tu prends pas le rendez-vous chez le dentiste à 17h, c'est pas possible. Tu n'es pas disponible, tu bosses encore. Et je lui dis, apprends à penser comme ça, tu verras que tu sauteras plus jamais ta séance. Et tu ne rentres pas à la maison entre ton boulot et ton sport. Pas de passage par le canapé. Et en pensant comme ça marche bien, quoi. Ça permet de plus skipper les séances. Merci Théo, top. Et est-ce que tu aurais ressources, des ressources, des livres à nous partager, des choses qui t'inspirent froid comme ça. À froid, j'aurais pas de ressources. Je regarde, mais en fait, ça sert à rien parce que je lis quasiment que sur ma Kindle. Ok. Alors, je lis pas mal de philosophie, mais c'est de la philosophie assez simple, hein, Nietzsche, Kierkegaard, des choses comme ça, pour plus. Alors, si je trouve qu'il y a des choses qui aident bien, je vais donner des pistes aux gens. Intéressez-vous à la philosophie et à la psychologie existentielle. Je pense que ça permet de corriger pas mal de choses. C'est plus parlant pour ceux qui sont habitués à la littérature américaine. Je vois que derrière, tu as du Tim Ferriss, donc je pense que toi, tu l'es. Ça apprend vraiment comment dire, cette philosophie-là, elle apprend vraiment à ne pas fuir les responsabilités, certaines angoisses, etc., et qui peuvent être responsables justement de l'abus du travail, des burn-out, ou même de l'abus de sport, hein, ou de l'abus ou de l'hyperphagie. On retrouve beaucoup chez les hyperphagiques, les boulimiques et tout, des personnes qui veulent combler émotionnellement certaines choses. Et c'est vrai que si ça peut donner, c'est un petit raccourci pour pas mal de personnes qui pourraient vivre ça, la philosophie, la psychologie existentielle. Et il y a un livre que je recommande, là le titre me revient, c'est Les 4 peurs qui nous empêchent de vivre. Et ça fait un peu titre développement perso, mais c'est que de la psychologie existentielle, basée sur Sartre, sur comment il s'appelle, Camus, sur Kierkegaard, sur comment il s'appelle, un psychologue américain, le nom m'échappe.
Irvin Yalom. Et c'est hyper intéressant. Tout le monde va se reconnaître parce que ce sont les 4 peurs. En fait, c'est la mort, la liberté, la responsabilité, le sens de la vie. Okay. Et ce sont les choses que tout le monde va vivre tôt ou tard. Et va y être confronté. Et il y a toujours un rapprochement avec, ça donnera du sens à pourquoi manger bien. Ça donnera du sens à la pratique sportive, est-ce qu'elle nous fait plaisir ou pas. Et ça aide en fait à comprendre, au-delà d'avoir des abdos, pourquoi faire du sport, quoi. Parce qu'il y a peut-être un moment donné où on va se blesser, où on ne pourra plus avoir la même pratique que quand on avait 18 ou 20 ans. Et ça permet justement d'avoir une raison plus forte de continuer de s'entraîner que juste d'être beau, d'avoir le summer body ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est la petite recommandation que je donnerais. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient des trucs comme ça. Mais... Non, mais c'est cool justement. Je vais aller le commander sur Amazon, que je ne connais pas. Ouais, c'est un psychologue clinicien français qui l'a écrit. Il est vraiment super. Top. Ben merci Théo. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut rejoindre ton programme? Eh bien, je mettrai le lien. Alors, mon site internet, c'est www.fitnesssmith.fr et le podcast sur toutes les bonnes applis de podcast, c'est La Pause Fitness. Donc après, j'ai des trucs sur Instagram partout, mais je pense que le mieux, c'est d'aller écouter le podcast, puisqu'ici, on est sur un podcast, donc je pense que les gens, ils aiment bien ce format-là. Donc, c'est La Pause Fitness, c'est partout, même sur YouTube, elle y est. Donc voilà, quoi. Et puis, n'hésitez pas à envoyer un message. J'y réponds toujours, si c'est sur ma boîte mail, pas les réseaux sociaux. Voilà. Yes. J'ai eu de la chance, du coup, que tu me répondes alors. Ah ouais, mais j'y passe quand même une fois de temps en temps pour purger. Mais voilà, c'est mieux par mail. En plus, je prends mon temps tous les matins pour les mails. Donc, les gens ont des réponses plus longues. Top. Ben, merci en tout cas. Merci Théo. C'était vraiment cool. Merci pour ton invitation. De même. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. Pensez à mettre un 5 étoiles et un petit commentaire. Ça permet à l'algorithme de pousser un petit peu vers le haut. En tout cas, merci à tous. Merci Théo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut. Salut, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.